pour nous présenter une conférence qui va mettre en lumière les différentes actualités et les perspectives sur la vaccination anti-Zona. À vous la parole, cher maître. Très bien, merci beaucoup, cher ami. Merci à l'assistance, merci au laboratoire GSK d'avoir permis à ce marocain de médecine interne de parler d'une nouveauté, d'un nouvel arsenal en matière de vaccination à l'échelle nationale marocaine. Et donc, je vais avoir l'objectif d'essayer de parler du Zona, actualité et perspective au Maroc, comment l'intégrer dans le programme national de vaccination et voir est-ce qu'il a sa place dans les vaccins actuels que l'on a au niveau du programme national de vaccination. La deuxième chose sur laquelle je voudrais quand même parler, c'est que c'est un petit mot pour les vaccinosceptiques et on a bien vu ce qui s'est passé au Maroc où on était cité comme un exemple de prise en charge au niveau mondial où on a pu éradiquer l'ensemble des maladies cibles. C'était un vrai exemple au niveau international et puis vous avez bien vu que ces derniers mois, on a eu une recrudescence de la rougeole et tout simplement parce qu'on a arrêté de vacciner. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit mot que je voulais lancer vis-à-vis des vaccinosceptiques et probablement le Covid est passé par là. Donc la prévention, vous le savez très bien, dimension importante de la médecine, souvent négligée à tort, montrée efficace dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine cardiovasculaire, les chutes, gériatrie, les fractures, et de ce fait, la prévention des maladies infectieuses, à mon sens, constitue un enjeu majeur. Et puis, il y a 3 problèmes qui sont posés au niveau national marocain. La première chose, c'est que les premières campagnes de vaccination ont eu lieu il y a très longtemps et donc la majorité des personnes adultes et âgées n'a jamais été vaccinée. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de programme vaccinal obligatoire pour l'adulte et le sujet âgé au Maroc, contrairement à ce qui se passe pour l'enfant. Le deuxième problème qui se pose, c'est la problématique des rappels, puisque on vaccine des enfants et on oublie qu'il faut faire des rappels. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transposé des maladies qui devaient survenir chez l'enfant. Et l'absence de rappel fait que ces maladies surviennent chez l'adulte et le sujet âgé du fait de l'absence de programme vaccinal obligatoire. Donc voilà ce fameux programme national d'immunisation marocain, modèle, très bon modèle, qui a donné des résultats pendant une 50aine d'années. Et puis j'espère qu'avec ce qui s'est passé avec la rougeole ces derniers mois, c'est des choses qu'on ne va plus revivre. Et heureusement, on a pu rebloquer cette épidémie à l'échelle nationale. La seule chose qui est vraiment obligatoire chez l'adulte au Maroc, c'est le calendrier national de vaccination antitétanique. C'est la femme en âge de procréation qui est en vigueur depuis 2015. Et on a pu obtenir de très bons résultats depuis que c'est devenu obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, c'est que quand il s'agit de santé publique, l'obligation de la vaccination, normalement, doit se poser. Et puis, je sais que la Société marocaine de médecine, l'Institut marocain de gériatrie ont été interpellés pour rédiger les recommandations de vaccination au niveau de l'ANAM. Et j'espère qu'elles pourront voir le jour et la rendre obligatoire chez l'adulte et sujet âgé, ou du moins participer au remboursement de ces vaccins. Donc, en l'absence de recommandations pour l'adulte dans le PNI, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de continuité avec le calendrier vaccinal de l'enfant, sauf pour le vaccin de tétanos que je viens de vous le montrer. Et puis, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'est au médecin traitant de prendre l'initiative pour la prescription de vaccins chez ces patients adultes, tétanos chez l'homme, l'hépatite B, en l'absence d'immunisation. Et en l'absence de recommandation, ce qui se passe, c'est que, et on l'a très bien vu, je parlais tout à l'heure je ne suis pas dictateur, mais tout simplement, quand on voit que quand on oblige, et l'exemple type au Maroc, les Marocains voyagent beaucoup maintenant en commerce, il y a beaucoup d'échanges avec l'Afrique subsaharienne, et l'on sait qu'on ne peut pas rentrer sans vaccin de la fièvre jaune, et donc toute personne qui voyage en Afrique subsaharienne est vaccinée par la fièvre jaune. La même chose pour la Mecque. Vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas faire le pèlerinage de la Mecque si vous n'êtes pas vacciné contre le méningocoque. Et là aussi, les gens qui vont à la Mecque sont vaccinés. Donc, situation d'épidémie, on a bien vu au Maroc également, modèle de vaccination en matière de Covid-19, je pense qu'on peut être cité, donc vous avez bien vu. Et la grippe qui pose un réel problème au niveau national, comme ce n'est pas obligatoire, on jette des vaccins grippaux, on les achète et on les jette tout simplement parce qu'on n'est pas vacciné. Et nous, professionnels de santé, on est les premiers, on est les pires patients, puisque quand on va au sein des hôpitaux, on achète les vaccins et on les jette parce que les professionnels ne vont pas se faire vacciner. Donc, les spécialistes prenant en charge des patients vulnérables prescrivent des vaccins tels que le pneumocoque et l'antigrippal.
Et voilà, donc cela m'amène à parler de la prévalence des maladies chroniques chez les adultes et les personnes âgées. Et l'on sait que, et là, je pense que Mme Ammar nous a appris pas mal de choses. Donc, plus on avance dans l'âge, plus il y a de la polypathologie, plus il y a de la polymédication et donc des interactions médicamenteuses. Et de ce fait, donc, les maladies chroniques chez les personnes âgées montent. Zona, réactivation du VZV, 20 à 30% population générale, 50% dès 85 ans. Importante cause de perte d'autonomie et d'altération de la qualité de vie chez le sujet âgé. Et puis, je pense que parmi nous, ceux qui ont vu une personne souffrir de douleurs post-zostériennes ne savent ce que c'est. Donc, il y a des personnes qui se suicident parce qu'elles ne supportent pas la douleur post-zostérienne. Et puis, aiguë, secondaire, névrite induite par une réactivation des VZV, chronique, d'accord, la chronicité, et c'est ça la problématique, c'est cette chronicité qui fait qu'elle empoisonne complètement la vie des personnes qui ont eu, bien sûr, cette affection. Donc, cette histoire naturelle, vous la connaissez, donc je ne vais pas m'attarder. Donc, ça commence par de la varicelle, ça se termine par du zona après une certaine quiescence, du fait d'une immunodépression. Donc, que sujet jeune, c'est autre chose, sujet âgé, bien sûr, c'est également autre chose. Donc, petit questionnaire que j'ai essayé de voir. Donc, j'ai l'habitude de les faire pour la grippe. J'ai refait la même chose en matière du zona. Vrai ou faux? La vaccination est la protection la plus efficace contre le zona. La réponse est vraie. À ce jour, le moyen le plus sûr dont on dispose pour lutter contre le zona est la vaccination. Le vaccin contre le zona peut créer un déséquilibre des comorbidités, parce que c'est des choses que l'on entend, et l'on entend également par des collègues qui disent ça. Faux, au contraire, le vaccin évitera un déséquilibre des comorbidités. À la question, est-ce qu'une personne âgée depuis 65 ans n'a pas besoin de se faire vacciner? La réponse est faux. Le vaccin est recommandé pour toutes les personnes atteintes de maladies chroniques et de comorbidités. Et puis, est-ce que le vaccin peut-il entraîner des complications? Au contraire, se vacciner permet de se protéger ou tout au moins d'atténuer les symptômes et leurs conséquences. Cependant, l'injection est douloureuse. Et puis, on a tous entendu des patients nous dire: j'ai jamais été vacciné contre la grippe. Le jour où j'ai fait le vaccin, j'ai eu une grippe extrêmement sévère. Là aussi, la réponse est fausse. D'accord? Voilà, c'est des idées reçues qui sont véhiculées et qui peuvent nuire, bien sûr, à un programme de vaccination. Alors, quel rôle de vaccination peut-elle jouer dans le vieillissement sain? Et on le sait très bien, on a des exemples avec d'autres vaccins où les vaccins antipneumococciques, on le sait, adultes réduisent la résistance aux antibiotiques. Les vaccins pour adultes améliorent la qualité de vie et les vaccins aident à atténuer les effets des comorbidités. Mais avec l'âge, il existe bien sûr, et on le sait très très bien, on l'a appris depuis que la médecine interne s'intéresse de plus en plus à la gériatrie, la réduction des éléments clés de la réponse immunitaire, c'est l'immunosénescence. Et donc, de ce fait, il faut commencer l'immunisation de l'adulte précocement. Et donc, il faudrait que ce soit un continuum du calendrier vaccinal. Pour revenir aux zonas, ce qu'on peut dire, c'est que plus de 90% des adultes âgés de plus de 50 ans sont infectés par le VZB et courent un risque de zona. Ça, c'est vraiment des chiffres épidémiologiques qui corroborent en fin de compte ce que l'on entend et ce qui montre en fin de compte l'importance de cela. Et quand on voit zona et comorbidité, pour pouvoir analyser la place du vaccin dans cela, il faut des chiffres. Mais les premiers chiffres, c'est l'incidence qui est là devant vous, qui est quand même assez importante. 7 à 8 pour 1000 de plus de 50 ans et 10 pour 1000 au-delà de 80 ans. Et on sait très bien que la population marocaine, l'espérance de vie, on sait qu'elle dépasse les 80 ans actuellement. Et donc, c'est une population que l'on voit en consultation. 72% surviennent après 50 ans, déjà en 2020. Et 50% de plus de 80 ans feront un zona. Et puis, bien sûr, regardez, c'est ce chiffre, en fin de compte, qui m'interpelle. Au-delà de la survenue du zona, c'est la fréquence des douleurs post-zostériennes. Et regardez, un malade sur 3 a M3 et 17% a M6. Bon, cette diapo, vous la connaissez, donc on nous l'a tellement montré qu'on l'a apprise par cœur. Et donc, le zona, c'est des choses que vous connaissez. C'est des formes typiques, c'est des prodromes, donc asthénie, phase d'état avec cette fameuse éruption douloureuse et paresthésie, plusieurs poussées possibles, évolution en 2 à 3 semaines. Diagnostic virologique, ça sert strictement à rien du tout. Donc vraiment, ça c'est un message de FMC que j'ai envie de passer. Et puis, bien sûr, il y a les formes topographiques que l'on connaît. Et puis, ce zona encéphalique qui, notamment chez la personne âgée, d'accord, qui est extrêmement douloureuse, qui, avec AVC, volontiers très douloureux. Le zona ophtalmique, bien sûr, sujet jeune, c'est l'immunodépression, infection à VIH, mais chez le sujet âgé, c'est quelque chose
d'assez classique, indépendamment de toute immunodépression, indépendamment de toute maladie immunodéprimante, l'âge en lui-même, et on le sait très très bien, un risque de cécité, de nécrose rétinienne de façon extrêmement importante, avec des algies, c'est vraiment la forme topographique qui donne le plus d'algies post-zostériennes. Voilà des images du service de dermato du CHU ou en BOSS. Et en fin de compte, les pathologies virales et maladies chroniques, on sait qu'il existe une relation bidirectionnelle entre les différentes maladies virales et les complications associées aux affections chroniques. Alors, quand on s'intéresse, quand on va au fond des choses et on essaie de voir les différentes comorbidités, les facteurs psychologiques qui ont été identifiés et qui augmentent le risque du zona, ben regardez, c'est ne serait-ce que pour le diabète, où on connaît la prévalence du diabète au Maroc est de 10%, donc à peu près 10 millions de personnes diabétiques au Maroc, et on sait également que notre population diabétique n'est pas toujours très bien stabilisée sur le plan, bien sûr, sous traitement, et donc regardez, donc il existe une corrélation directe entre ces différentes comorbidités, le risque relatif du zona, selon les principaux facteurs de risque, bien sûr, et vous avez sur la courbe de gauche et sur la ligne de gauche ces différentes. Donc l'histoire de la vaccination du zona a commencé par ce papier du Neige qu'on avait lu dans la séance bibliographique du service en 2005, et ce premier essai sur 38 000 patients du New England, c'était ce premier vaccin, c'est la problématique. Donc, en gros, le gros mérite de cette publication et de ce vaccin, c'est qu'il y a eu le mérite, premièrement, d'exister, que ce vaccin permettait de diminuer l'incidence du zona chez un malade sur 2 et permettait de diminuer l'incidence des douleurs post-zostériennes chez 2 malades sur 3. Mais la grosse problématique de cette étude, c'est que, enfin, après les études, non, de ce vaccin, c'est que c'était un vaccin vivant et donc se posait la problématique de l'indication de vaccin chez des personnes immunodéprimées, comme ce qui se passe pour tous les vaccins vivants, que ce soit, bien sûr, le vaccin de la fièvre jaune et les autres. L'autre chose également, quand on analyse, j'ai sorti cette méta-analyse récente dans le JAMA, sur les facteurs de risque du zona et ses principaux facteurs de risque, et vous regardez en fin de compte que tous ces facteurs, c'est des facteurs que l'on voit dans notre consultation en médecine interne. C'est différente, une consultation typique, on le voit très bien, VIH également. Pourquoi? Parce que avec le temps, et là, donc, je rends hommage à notre maître, professeur Adnaoui, qui a soigné les premiers patients VIH. Ben, ces premiers patients VIH que l'on a pris en charge il y a une trentaine d'années continuent à vivre. Et ben, c'est des malades qui font du zona, non pas du fait de leur immunodépression du VIH, parce qu'ils ont un statut immunitaire strictement normal du fait de la trithérapie qu'ils prennent, mais du fait, tout simplement, du fait, bien sûr, du zona qui survient parce qu'ils ont 80 ans, ils ont 85 ans et ils sont en très bon état général. Bien sûr, les malignancies, les autres comorbidités classiques en médecine interne, les maladies auto-immunes, le diabète, la dépression et les autres facteurs que vous connaissez, que l'on voit en consultation. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Nous, en médecine interne, on a une particularité, c'est qu'on a également des thérapeutiques que l'on donne, que l'on prescrit, qui peuvent être inductrices, notamment les corticoïdes, loin devant les autres immunosuppresseurs. Ce qui ressort quand on voit médicaments et zona, il y a 2 molécules principales qui sortent. Comme l'a très bien dit Lamia Sadouni, docteur Sadouni, avec les anti-JAK, qui est une complication de classe, donc des anti-JAK, mais n'oubliez pas la corticothérapie, et on voit très très bien actuellement, de moins en moins, on veut à tout prix arrêter la corticothérapie dans les autres thérapeutiques, et bien sûr les anti-JAK, loin devant les anti-TNF, quoique les anti-TNF également donnent un peu plus de zona que les autres traitements immunosuppresseurs. Quand on focus sur les maladies cardiovasculaires, on voit en fin de compte que les patients atteints de maladies cardiovasculaires courent un risque accru de zona, et également de l'autre côté, le zona augmente bien sûr le risque de maladies cardiovasculaires et les différentes comorbidités. Donc je vais passer, j'en ai déjà parlé. Alors zona généralisée. Zona généralisée, c'est quoi? Grossièrement, indépendamment de toute immunodépression secondaire à une pathologie particulière, ben c'est le sujet âgé immunodéprimé sous immunosuppresseur, l'association d'une atteinte métamérique et la présence de nombreuses vésicules à distance du métamère atteint, ça c'est la particularité,
associé dans 10 à 50% des cas des atteintes viscérales, notamment des myélites et l'encéphalite. Et bien sûr, le pronostic a été transformé par les antiviraux. Mais sachez, il y a quand même un malade sur 6 qui risque bien sûr la mortalité. Et bien sûr, la plupart des décès sont liés à une atteinte pulmonaire, différemment bien sûr que le sujet jeune. Et puis cette complication sur lesquelles je réinsiste encore une fois, je remets une couche, parce que j'ai quand même certains patients que je suis, j'en ai à peu près 5 à 6 qui ont des douleurs qui sont restées, et toutes les thérapeutiques que l'on donne, que ce soit la prégabaline, la duloxétine, c'est des médicaments qui ne marchent pas toujours. Et quand on a vu un malade souffrir de douleurs post-ostériennes, on n'a pas envie que d'autres malades, bien sûr, en souffrent. Impact de l'herpès et cette étude, en fin de compte, cette étude qui a été faite tout récemment, il y a 7 ans à peu près, sur 513 patients, dont 244 âgés, entre 70 et 79 ans et au-delà de 84 ans. Et ce que l'on voit, en fin de compte, c'est le risque, l'impact important sur la qualité de vie, quels que soient les tranches. Mais ce qui ressort dans cette étude germanique, c'est que la récupération à M3 est nettement moindre chez les sujets beaucoup plus âgés par rapport à ceux qui vont faire, bien sûr, un zona à un âge plus jeune. Et cette étude observationnelle qui s'est intéressée, elle, uniquement à des sujets plus âgés, donc je remercie Madame Hamma qui m'a prêté ces diapositives, et quand on voit bien sûr l'impact sur la vie en fin de compte, et regardez, ça touche en gros tout dans la vie bien sûr de ces patients. Donc, une fois qu'on a vu ces répercussions, une fois qu'on a vu, en fin de compte, comment se manifester, les complications et les circonstances de survenue de cette infection, la question qui se pose, est-ce que la vaccination peut-elle jouer un rôle, peut-elle jouer, bien sûr, un rôle dans le vieillissement sain? Mais avant de parler de vaccination, il ne faut pas croire que la vaccination en elle-même seule peut régler le problème, bien sûr, du zona. Une fois que vous avez un patient qui présente un zona, ben, il faut le traiter. Il faut d'abord le traiter. Pensez après, bien sûr, à la vaccination. Nous verrons quand il faudra le faire. Ne pas oublier, bien sûr, les mesures générales, les choses classiques. L'antibiothérapie n'a aucun intérêt. Ça, c'est des messages de FMC que je lance et on continue à avoir des antibiotiques. Ça me fait plaisir. Ça me mérisse les quelques cheveux qui me restent encore. C'est quand on entend des gens dire que je vais donner une antibiothérapie prophylactique pendant 15 jours pour éviter d'avoir une surinfection à une maladie virale. Et on a tous vécu l'histoire du Covid-19 où on a soigné une maladie virale avec des antibiotiques et on a enrichi un laboratoire, je ne sais pas c'est lesquels, avec cette fameuse molécule Azix où tous nos patients ont reçu de l'Azix pour soigner une maladie virale. J'aimerais bien voir ce que ça a donné en réalité. Peut-être qu'on a tué certains patients. Message, jamais de talc, pas de pommade, les gels, les colorants à queue, là aussi, c'est des choses qui servent à rien. Et puis, le seul intérêt du traitement anti-zostérien, le valacyclovir ou l'acyclovir, mais l'acyclovir dans le zona, ce n'est pas la même posologie que dans l'herpès, c'est 800 mg 5 fois par jour pendant 7 jours. Le valacyclovir, c'est 3 grammes par jour pendant 7 jours. Et le seul intérêt, en fin de compte, ce n'est pas pour lutter contre le zona lui-même, ça permet la précocité du traitement, permet bien sûr d'éviter ces douleurs post-zostériennes. Et donc, il faut donner le traitement le plus rapidement possible, idéalement durant les 48 premières heures. Au-delà, en général, ça n'a pas d'efficacité. Et puis, dans l'histoire, donc j'ai avancé dans l'histoire, et puis cette publication 11 ans après, New England également, sur ce nouveau vaccin recombinant qui s'est intéressé à l'efficacité du Shingrix sur des patients au-delà de 70 ans, 13 000 patients au-delà de 70 ans. Les objectifs de cette étude, c'était de voir la fréquence de survenue du zona et la fréquence, bien sûr, des douleurs post-zostériennes, et puis des datas quand même assez intéressantes, même très intéressantes, une réduction de l'incidence du zona dans 97% des cas et une réduction des algies post-zostériennes dans 90% des cas. Donc on avait un vaccin plus efficace, au moins recombinant, mécanismes d'action différents, qu'on pouvait éventuellement donner à des patients immunodéprimés avec une efficacité supérieure tant qu'à la survenue du zona, mais également sur les douleurs post-zostériennes. Une particularité, c'est l'injection
et douloureuse. Donc, il faut avertir les patients et donc mettre une crème avant, bien sûr, de vacciner nos patients. Donc, j'ai essayé de mettre sur cette diapo les deux vaccins avant celui que l'on avait et celui que l'on a actuellement. Donc, approuvé récemment. La particularité, c'est qu'on peut le donner chez l'immunodéprimé. Efficacité supérieure, bien sûr, avec une protection maintenue au moins 10 ans. Il y a une publication qui vient de sortir il y a 2 à 3 mois, à 11 ans d'efficacité. On n'avait pas besoin de revacciner les patients avec une très bonne efficacité. Donc, voilà, donc ça c'est l'objectif et donc la particularité de ce vaccin. Donc, c'est un vaccin recombinant avec un adjuvant, d'accord, deux particularités, c'est qu'on peut le donner chez l'immunodéprimé et bien sûr, ça offre une réponse immunitaire plus forte et plus durable. Alors, je vais passer rapidement. Donc, ces études ZOE50 et ZOE70 qui ont montré l'efficacité de ce vaccin dans les deux groupes, aussi bien dans les douleurs post-stériennes que dans la survenue du zona, aussi bien chez la population au-delà de 50 ans que chez la population au-delà de 70 ans. Donc, une des questions qui se pose, donc la dernière partie de mon topo, c'est, on a bien vu quant à l'intérêt, donc pour la grippe, c'est une vaccination tous les ans, et donc une question qui se pose, c'est quelle est la durée des réponses immunitaires après la vaccination? Et un des messages importants, pas tous les vaccins ont la même durée. Et donc, le pneumocoque, c'est tous les 5 ans, le tétanos, c'est en général tous les 10 ans, la rougeole, il faut la durée, tout dépend bien sûr du nombre de vaccins que l'on a fait. Donc, les jeunes actuellement, c'est une immunité. La problématique s'est posée avec les gens qui n'ont eu qu'une seule dose de vaccin auparavant. Donc, en gros, un des messages importants, c'est que c'est bien de vacciner, mais il faut toujours penser bien sûr au rappel en fonction de la durée estimée de la vaccination que l'on donne. Alors, cette publication qui est sortie en mai 2025 sur le Shingrix, qui a montré en fin de compte que cette étude sur 11 ans de suivi des patients, une protection maintenue, une efficacité. Donc, en gros, en vaccinant à 2 doses, à 11 ans, on n'avait pas besoin de revacciner, bien sûr, les patients qui ont déjà reçu le vaccin par le Shingrix. Alors, est-ce qu'il existe des recommandations internationales en matière de vaccination? Et je pense qu'au niveau national, c'est des choses qui vont bientôt tomber, d'autant plus que actuellement, nous avons la Haute Autorité de Santé et déjà, l'ANAM a commencé à écrire aux sociétés savantes pour rédiger les protocoles sur la base desquels les remboursements vont se faire. La Société marocaine de médecine interne a déjà fait son job. La Société marocaine de gériatrie a fait son job. Donc, on attend qu'on fasse appel à nous pour remettre le papier, les recommandations que l'on a faites. Donc, en gros, quand on voit ce qui se passe en modèle français, le zona, regardez, donc on a en gros, ça ressemble un peu à ce que l'on a ça ressemble au calendrier vaccinal que l'on a au Maroc, avec le zona qui est intégré chez les personnes de 65 ans et plus. Quand on voit les recommandations de la CDC, c'est la même chose également. Quand on s'intéresse également au calendrier vaccinal suisse, là aussi, le vaccin fait partie de cela. Donc, on ne serait pas les seuls à intégrer cela. Bien sûr, tout dépend des moyens de lobbying et les moyens, bien sûr, de la force de conviction. Et bien sûr, je suis convaincu, madame, je vais reprendre une phrase que dit toujours Madame Hamad, c'est que pour pouvoir convaincre nos patients, il faut d'abord être convaincu. Donc, si on n'est pas convaincu de l'intérêt de la vaccination, ça paraît difficile. On peut écrire les recommandations que l'on veut, ça paraît difficile de convaincre nos patients. Donc, voilà pour le Shingrix que l'on a au Maroc. Donc, voilà les indications thérapeutiques. C'est les adultes plus de 50 ans. Adultes de plus de 15 ans, un risque accru. Bien sûr, les recommandations, donc voilà les modalités. Donc, dose 1, dose 2, M0, M2, d'accord. Injection intramusculaire. Et en conclusion, donc, la meilleure façon, je pense, si on veut intégrer cette vaccination du zona, je pense qu'on ne peut pas parler de la vaccination du zona sans parler d'une vaccination globale et des recommandations globales de la population adulte et de la population gériatrique au niveau national. C'est tout d'abord l'organisation d'une politique vaccinale d'ensemble. Je pense que dans le service, on peut être fier. Depuis qu'on a fait une audit dans le service où on s'est rendu compte, nous, on parlait de vaccination
et qu'on n'avait pas de très bons résultats, depuis que l'on a mis une fiche de vaccination obligatoire dans le dossier médical des patients, quasiment tous nos patients, et vraiment je tiens à rendre hommage aux tout jeunes qui font la consultation parce que c'est eux qui le font, et donc on a vu en fin de compte que c'est monté et quasiment tous nos patients sont vaccinés. L'admission, c'est le moment privilégié pour mettre à jour les vaccinations et créer la fiche de vaccination. Il ne faut pas oublier que les rappels et les rattrapages des vaccins à l'âge adulte sont le prolongement de l'immunisation de l'enfant. Et puis, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, l'intérêt d'un référentiel de vaccination de l'adulte et du sujet âgé. Je vous remercie. Merci, professeur Moche, pour la richesse et la clarté de cet exposé qui reprend un peu la mise au point sur les différentes les recommandations. Donc, on retiendra que ce n'est pas une maladie bénigne, que c'est particulièrement, ça altère particulièrement la qualité de vie. Et c'est là où la prévention par la vaccination prend tout son sens. Donc, je donne la parole à la salle pour des questions. Oui, pardon, désolé. Merci, professeur Hermouche, pour cet exposé. Alors, comme vous l'avez bien dit, on a des patients qui sont sous traitement. Le vaccin vient d'arriver. Est-ce qu'on vaccine? Oui. Et est-ce qu'il faut un protocole particulier dans cette situation et la réponse immunitaire, est-ce qu'elle est bien? Alors, je te remercie pour ta question et je vais répondre à ta question par d'autres exemples. L'exemple type, c'est je prends une maladie auto-immune, enfin, je prends une PR que tu veux mettre sous biothérapie. Ouais. Et donc, la question qui se pose, c'est la meilleure façon, c'est de penser à vacciner le patient Ah. avant bien de mettre le patient sous biothérapie. Et donc, pour éviter d'être dans ces situations, la meilleure façon, c'est de vacciner au moment du diagnostic. Pourquoi? Parce que pas tous les vaccins peuvent être donnés, bien sûr, une fois que le patient est sous, notamment les vaccins vivants. La problématique ne se pose pas avec le Shingrix. Donc, tu peux vacciner pendant que le patient est sous traitement sans aucun souci parce que c'est un vaccin recombinant. Voilà, donc c'est la particularité. D'accord. J'ai une deuxième petite question, je peux? Quelqu'un qui vient d'avoir un zona, Ouais. on le vaccine au bout de Ouais. combien de temps? C'est une très, très bonne question. Donc, il ne faut pas se précipiter. Le message que j'ai envie de passer, c'est quelqu'un qui a fait un zona peut refaire un autre zona. On ne fait pas un zona une fois. On peut, c'est pas obligatoire une seule fois. Donc, si on a fait un zona, il faut vacciner, il faut respecter un délai de 12 mois. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, en fait, la maladie, elle est moins immunogène que le vaccin. On n'attend pas 10 ans. J'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que le oui, vaccin, d'accord, il j'ai faut- saisi. Oui, oui, en effet. Donc, à la question, est-ce que tu peux refaire? Mais ceci dit, le vaccin ne te protège pas à 100%. Ouais. Voilà, donc c'est une très bonne protection, c'est entre 90 et 95%. Les études de la Verivi, c'est ce que ça donne. Mais en effet, donc, tu peux refaire un zona quand tu as déjà fait un zona, mais durant la première année, c'est très probable que tu en fasses. Et donc, on attend 12 mois pour pouvoir, ça c'est le bon sens clinique et ces recommandations qui sont données. Si. Je ne sais pas si tu as relevé des cas de lupus induit. Il a été décrit, moi je n'ai pas suffisamment pioché, il a été décrit une dizaine de cas de lupus induit à la suite de la dernière observation est espagnole chez une femme de 80 ans qui a été vaccinée par le vaccin donc, et au bout d'une semaine, elle a développé un lupus induit. Ce n'est pas étonnant dans la mesure où J'ai pas vu passer ce papier. Lupus induit isoniazide, oui. Le maladie auto-immune anticorps antinucléaire positif anti-TNF, oui. J'ai pas vu passer de vaccin Zona. Je ne sais pas s'il y a le directeur médical des GSK, je ne sais pas s'il peut répondre, mais j'ai pas vu de papier sur de lupus induit et Zona. Je tape. Voilà. Avec le Shingrix, j'ai pas vu de papier passer sur. Voilà, c'est peut-être le Zostavax. Voilà.
Pas d'autres questions? Merci, professeur Hermouche. Je donne la parole à notre maître, professeur Ednaoui, pour l'inauguration officielle de ce congrès. Merci.